C'est dans cette ferme que le 21 février 1987 a pris fin le parcours sanglant d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani sont interpellés, des noms qui restent gravés dans les mémoires. Dans les années 1980, ces terroristes d'extrême gauche étaient devenus les ennemis publics numéro 1. Après des années de cavale, des dizaines d'attentats et plusieurs assassinats sanglants, la police parvient enfin à les mettre en déroute. Rouillant s'est retenu moi où je fais un malheur. Il attendait peut-être qu'on le retienne, personne n'a retenu et il a fait le malheur. Action Directe, des terroristes qui affirment agir au nom de l'anticapitalisme. Des hommes et des femmes qui se rêvent en défenseurs du monde prolétaire par les armes. Je ne me suis jamais définie comme terroriste. Les personnes qui ont été la cible de notre organisation appartenaient à un camp. C'est celui de la guerre de classe. Ils s'inspirent alors de leurs grands frères marxistes qui frappent en Europe. Brigade Rouge en Italie, Fraction Armée Rouge en Allemagne. Comme eux, ils assassinent. En 1985, un général français, René Audran. En 1986, Georges Besse, patron de la Régie Renault. L'histoire a retenu qu'Action Directe agissait au nom des prolétaires, et pourtant... Avec le recul du temps, je me pose effectivement la question de savoir quelle était leur réelle motivation. Nous allons vous raconter comment ces soldats du monde ouvrier se sont laissés embarquer au fil des ans dans une lutte qui n'était pas la leur. Comment leurs actes auraient servi les intérêts d'une puissance étrangère. Je suis complètement convaincu que Action Directe a été commanditée pour accomplir ces assassinats. Aujourd'hui, ceux qui les ont croisés, soutenus ou combattus vont révéler ce qu'ils savent du véritable rôle qu'a joué Action Directe dans les années 80. Pour comprendre la trajectoire d'Action Directe, il faut revenir dans ces rues, à Toulouse. C'est là que Jean-Marc Rouillant, le futur chef d'Action Directe, fait ses premières classes d'activistes. Issu d'une famille modeste, avec un père militant socialiste, il penche dès le lycée vers l'extrême gauche. Âgé d'à peine 20 ans, il se forge une culture politique au contact des anarchistes installés dans la ville. Nous sommes dans les années 1970. Raymond Delgado et Bernard Regla étaient des figures de cette mouvance. Ils l'ont vu grandir à leur côté. Il a toujours agi dans les milieux plus ou moins enfin plutôt plus que moins anarchistes, mais Rouillant, bon, lui c'était un activiste. On peut le considérer comme un activiste, mais pas quelqu'un qui pouvait influencer ce qu'on peut appeler une ligne politique. Le jeune activiste Rouillant trouve une cause à défendre dans la Ville Rose. Il y rencontre les militants espagnols combattant la dictature du général Franco. Avec eux, il franchit le pas de la violence armée. Il se rend clandestinement à Barcelone. Mais en 1973, les choses tournent mal. Un policier espagnol est assassiné. Les frères d'armes de Jean-Marc Rouillant sont interpellés, dont un certain Puigantic. Tous risquent la peine de mort. Jean-Marc Rouillant, lui, parvient à prendre la fuite et à se réfugier auprès de ses amis à Toulouse. Rouillant est venu contacter des Toulousains dont nous pour faire libérer les camarades, ou du moins faire quelque chose par rapport aux camarades. Il risquait, malheureusement l'histoire l'a montré, la peine de mort puisque Puigantic a été garrotté par la suite. L'ami de Jean-Marc Rouillant, Puigantic, est exécuté. Reste à sauver les autres militants emprisonnés. C'est alors que naissent les GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, avec un seul objectif, que l'Espagne libère les camarades de Rouillant. Les GARI multiplient les attentats spectaculaires contre les intérêts espagnols en France. Ils décident même de kidnapper un banquier espagnol de renom installé à Paris. Ce qu'ils veulent, c'est échanger Baltasar Suarez contre leurs camarades emprisonnés. Mais à peine l'opération lancée, Jean-Marc Rouillant et les militants toulousains s'opposent totalement sur le sort réservé aux banquiers. On a eu des discussions un peu compliquées parce que vis-à-vis de ce type, de ce banquier, qu'est-ce qu'on avait fait ? Nous tenions absolument
à ce qu'on ne lui touche pas un cheveu. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette stratégie de ne pas lui toucher un cheveu? Il y avait des variables, il y avait des variantes, et on s'était entendu là-dessus, et nous avons fait en sorte que ce type soit bien traité. Ce que veut dire Bernard Regla, c'est que Jean-Marc Rouillant veut brutaliser le banquier, une violence physique qu'eux ont toujours refusée. Quelques mois plus tard, les Garis sont démantelés, et une fois en prison, les anarchistes toulousains découvrent la véritable personnalité de Jean-Marc Rouillant. Un militant jusqu'au boutiste qui revendique tout, une aberration pour Bernard Regla et Raymond Delgado. Vous, en gros, vous vouliez sortir? Le plus important, c'est d'être dehors, c'est pas de jouer les martyrs. Les martyrs, ça sert à rien de passer en prison 20 ans. Donc là, il y a eu une rupture clairement avec donc Rouillant, etc. Il y a eu deux formes de défense judiciaire qui aboutit à ça, à des dissensions politiques. En 1975, Jean-Marc Rouillant est condamné à 3 ans de prison. Il est incarcéré à Paris, à la prison de la Santé. Au même moment, les milieux d'extrême gauche sont en plein désarroi. Le mouvement issu de mai 68 s'essouffle. C'est la mort de la gauche prolétarienne, le groupe, qui fédérait toute la jeunesse radicale. Briser la manœuvre de la bourgeoisie pour briser sa tentative d'encerclement et d'anéantissement du mouvement populaire. Gilles Millet est un ancien membre de la gauche prolétarienne. Il fait partie de ceux qui abandonnent le militantisme pour fonder un journal, Libération. Un jour de résistance. Ce sera le début d'une intensification de la résistance. Nous, on fait un journal, donc on laisse tomber, on est passé à autre chose. Et puis il reste sur le côté une petite frange de gens qui n'arrivent pas à s'adapter à ce virage-là et qui décident de continuer. Christian Arbulot était l'un de ces militants radicaux. Il a été tenté par la lutte armée avant de finalement devenir enseignant universitaire. Il se rappelle de ses débuts quand il faisait partie de ces jeunes un peu paumés. J'arrive et sans m'en rendre compte, tout le monde est déjà en train de plier les bagages, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te barres comme les autres ou tu restes? Et j'ai décidé de rester. J'ai décidé de rester avec ce sentiment assez angoissant que ça ne mènerait nulle part. Dans la foulée naissent des mouvements aux sigles mystérieux. NAPAP, BI et le mouvement dit des autonomes. Des jeunes qui prônent l'action violente contre l'État. C'est aussi l'époque des occupations d'usines par des groupes que personne ne contrôle. Parmi ces militants, Nathalie Ménigon, une syndicaliste de 21 ans, issue d'un milieu modeste, s'est employée de banque rêve d'action violente. Une rencontre va être décisive pour elle. Elle rejoint Jean-Marc Rouillant, tout juste sorti de prison. Elle quitte tout pour s'engager dans la lutte armée à ses côtés. De cette union vont naître un logo et un nom. Action Directe. Nous sommes en 1979. Les armes vont bientôt parler. Le 1er mai, il mitraille le siège du patronat français. Le groupe compte alors une dizaine de militants. Dans une interview accordée à France Inter, Jean-Marc Rouillant explique pourquoi il prône la lutte armée. J'ai fait 2 ans et demi de prison. Quand je suis sorti, en 1977, je me suis trouvé face à une réalité sociale bloquée. Je ne pouvais pas me retrouver dans des espaces de lutte légaux. J'ai pensé que la lutte armée était un des moyens qui pouvait débloquer cette réalité sociale. Jean-Pierre Pochon est alors chef de la section recherche des renseignements généraux. C'est lui qui est chargé de surveiller les membres d'Action Directe dès leurs premiers attentats à la fin des années 70. On a acquis la certitude que la glissade vers la radicalisation serait inéluctable. Et on pouvait se tromper. Et à la limite, si on fait un retour d'histoire, j'aurais aimé me tromper. Mais force est de constater qu'on a eu raison. C'est au bazooka que ce matin, de bonne heure à Paris, un groupe de terroristes... Action Directe multiplie les attentats à la bombe et les mitraillages en plein jour. Le mouvement se retrouve rapidement en une des journaux télévisés. Une notoriété nouvelle qui lui permet de rassembler désormais plus d'une centaine de sympathisants. Parmi eux, des militants prêts à passer à l'action, dont une fille de bonne famille. Elle s'appelle Joëlle Aubron. Elle va devenir un des piliers du groupe Action Directe. À l'époque,
Cette jeune femme vit dans le quartier de Montparnasse, à Paris, avec son compagnon Jean-Pierre Tillenon. Joël Aubron, je l'ai rencontré à la fin des années 70. C'était les escapades en moto, les cheveux dans le vent, etc. C'était un peu... je n'ai besoin de personne sur mon Harley Davidson. Politiquement, vous la situeriez où à ce moment-là ? De culture politique, elle était très jeune, donc elle en avait encore très peu, puisqu'elle n'avait pas beaucoup vécu. Elle avait une certaine naïveté, une certaine candeur, elle venait du 17e bourgeois, donc elle découvrait un monde nouveau, et elle rêvait d'action, ça c'est sûr. Pour Jean-Pierre Tillenon, Joël Aubron était avant tout une aventurière. Dans une interview jamais diffusée, enregistrée en 2004, 2 ans avant sa mort, Joël Aubron expliquait ses convictions politiques avec ces mots. Alors, si je dois me définir, je dirais marxiste révolutionnaire, mais ça risque de ne pas dire grand-chose à beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas comment dire ça. Communiste aussi, c'est-à-dire dans le sens de... le communisme comme mouvement pour abolir l'ordre des choses existantes. Abolir l'ordre existant, voilà le slogan d'Action Directe en 1980. Inacceptable pour le pouvoir politique, qui veut mettre un terme à la trajectoire fulgurante du groupe. La police reçoit l'ordre de tout faire pour les arrêter. C'est au commissaire Jean-Pierre Pochon de s'en charger. Il leur tend un piège avec comme appât un certain Carlos. Le scénario que je mets en place, c'est de leur faire rencontrer les hommes de celui qui, à l'époque, était le leader incontesté du terrorisme international, celui qui était l'Oussama Bin Laden de l'époque, c'est-à-dire Carlos. Carlos, de son vrai nom Ilich Ramirez Sanchez, un terroriste vénézuélien recherché par toutes les polices du monde. Pour tendre un tel piège, Jean-Pierre Pochon a une taupe dans le groupe. Il s'agit de Gabriel Chahine, un anarchiste libanais dont il n'existe que ses rares images. S'il l'a choisi lui, c'est parce qu'il connaît très bien Jean-Marc Rouillant. Et que depuis 1978, en secret, il collabore avec la police. Gabriel Chahine fait croire à Jean-Marc Rouillant que Carlos a une mission exceptionnelle pour lui. Il dit on va leur proposer de faire sauter le barrage de Souan en Égypte. Et cet objectif, leur ego, a effacé toute lucidité. Et Gabriel va donc leur proposer, dans un premier temps, de rencontrer des émissaires de Carlos. Pour crédibiliser le scénario, les policiers organisent plusieurs rencontres avec de faux émissaires de Carlos. Puis vient le jour J. Cela se passe rue Pergolèse, à Paris. Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon imaginent y rencontrer le terroriste. C'est ici que la souricière se referme. Car évidemment, Carlos n'est pas là. Les hommes de Jean-Pierre Pochon attendent Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon. C'était au 62, c'est là. 62 et les garages étaient là. Donc là, il y avait une équipe en surveillance. La voiture dans laquelle était Rouillant avec sa conductrice est partie se garer où il y a l'eau. Rouillant est monté, nous sommes sortis. Et à ce moment-là, dans la rue ici, une jeune fille partait. C'était Nathalie Ménigon. Et nous avons échangé des coups de feu dans la contre-allée, un petit peu plus bas, dans l'avenue Foch. Donc voilà le décor de ce qui était en principe la fin de l'acte 1 d'Action Directe dans les années 80, exactement le 13 septembre 1980. Ce jour-là, les policiers sont persuadés d'avoir mis un coup fatal au mouvement terroriste. Dans la foulée de l'arrestation des leaders, plus de 50 sympathisants sont interpellés, Action Directe est décapitée. Nathalie Ménigon est poursuivie pour tentative d'homicide sur policier et les autres membres d'Action Directe sont accusés d'attentat à la bombe. Mais un événement inattendu va prolonger la vie du groupe. François Mitterrand est élu en mai 1981. À peine installé à l'Élysée, le nouveau gouvernement socialiste va prendre une décision qui va faire couler beaucoup d'encre. Le nouveau pouvoir en place annonce une amnistie totale pour les prisonniers considérés comme politiques.
Action Directe en fait partie. Ils sont libérés à peine 10 mois après leur arrestation. Gilles Ménage est alors le directeur de cabinet de François Mitterrand. Si vous voulez, l'extrême gauche, on ne va pas dire que c'était la tasse de thé de François Mitterrand, mais en même temps, il y avait, si vous voulez, une sorte de sympathie ou de solidarité sur l'excès de répression à l'égard de l'extrême gauche, des gauchistes, etc. Et tout. Et le Parti socialiste, corollairement, pensait que le fait que la gauche arrive au pouvoir allait en quelque sorte désamorcer ces revendications. Alain Marceau était magistrat. Il était chargé des dossiers Action Directe. Il garde un souvenir amer de cette amnistie. Ah, l'amnistie a été un moment fort, puisque au fond, on avait l'impression de faire du travail pour rien, et on poursuivait des gens qui avaient violé la loi, j'allais dire à droite, et on remettait en liberté les autres. Il y avait donc une inégalité de traitement à travers les citoyens, selon qu'on était Action Directe ou pas Action Directe. D'après ce que je comprends, ils avaient des entrées, certainement auprès du gouvernement ou du ministère de la Justice, que nous n'avions pas, nous, en tous les cas. Au gouvernement, un homme en particulier va jouer un rôle important. Il s'agit d'Alain Savary, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Socialiste de la première heure, il fait partie des poids lourds du gouvernement. Son fief politique, c'est Toulouse. Il connaît Bernard Regla et ses amis, les proches de Jean-Marc Rouillant. Alain Savary va servir de messager pour que les militants d'extrême gauche négocient avec le pouvoir socialiste la question de l'amnistie. Moi, connaissant bien Alain Savary, qui était devenu ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu des discussions avec lui. Il m'a dit « t'es un emmerdeur ». Mais bon, et puis après, il a tout fait pour nous aider. Alain Savary met en relation les anarchistes toulousains et les conseillers politiques chargés de l'amnistie au cabinet du Premier ministre, Pierre Mauroy. Et voilà la seule question que pose Bernard Regla à son interlocuteur au cabinet du Premier ministre. Maintenant qu'on a obtenu l'amnistie, quand est-ce que mes copains sortent? Et il me répond, pour les gens d'Action Directe, ils vont sortir. Mais s'ils refont quoi que ce soit, après ça sera fini. C'était le pari de la générosité qu'ont fait les gouvernants de gauche. C'était l'homme est bon, la société l'a perverti, c'était très rousseauiste. Et donc, on va les remettre en liberté. Ils vont nous en être, comment dirais-je, redevables. Et puis le monde ira mieux, et la terre tournera mieux. Le problème, c'est que les gens d'Action Directe, ils sont radicalisés, orientés contre le pouvoir. Et le pouvoir, il est de droite et de gauche. Et l'histoire va le prouver. En sortant de prison, les membres d'Action Directe se retrouvent tous dans les squats de Barbès, un quartier populaire au nord de Paris. Ils s'affichent au grand jour et vont même jusqu'à provoquer le pouvoir. Ils n'hésitent pas dans les médias à faire du chantage à l'attentat. Dans une interview à France Inter, Jean-Marc Rouillant menace ouvertement le gouvernement. Il est vrai que nous avons renoncé pour le moment à une action spectaculaire violente. Mais si la situation ne change pas, si dans les prisons les QHS se maintiennent, si le gouvernement ne change pas de politique dans l'usine, s'ils ne mettent pas les patrons au pas, il est évident que nous reprendrons une action violente. Très vite, Action Directe considère que François Mitterrand trahit le peuple de gauche. Immanquablement, le groupe reprend du service. Cette fois, il ne vise plus l'État. Il s'en prend aux symboles de l'argent comme les établissements de luxe dans la région parisienne. Fauchon, Rolls-Royce, tout y passe. Et étonnamment, à cette période, il bénéficie d'une mansuétude totale du gouvernement. Il y avait une véritable volonté politique, surtout, entre guillemets, de ne pas les provoquer. Eux se livraient à la provocation, il ne fallait surtout pas, par rapport à leur provocation, répondre par une autre provocation, ce qui fait que la politique à l'époque était de les relâcher systématiquement, quel que soit l'acte qu'ils aient pu commettre. Nous avons reçu des instructions très claires pour travailler vraiment, pour être soft, à minima sur eux. Action Directe profite de cette atmosphère pour régler ses comptes. Ce qu'ils veulent, c'est la tête de leur ennemi juré, Jean-Pierre Pochon, celui qui les avait mis sous les verrous un an plus tôt. Jean-Marc Rouillant va le confier à son père, un père militant socialiste depuis toujours, qui travaille dans l'éducation nationale et proche lui aussi d'Alain Savary, son ministre de tutelle. Dans ces discussions,
Jean-Marc Rouillant lance des messages à l'attention du pouvoir. Pour preuve, cette transcription d'écoute téléphonique. Tu as fait ce qu'il fallait, tu marques des points mais ne t'emballe pas. De toute façon, il me faut la tête de Pochon. Il faut le faire muter en Guyane. Hasard ou coïncidence, quelques semaines plus tard, Jean-Pierre Pochon est muté non pas en Guyane mais en Martinique. Les vœux d'Action Directe sont exaucés. Je pense qu'il a rêvé, il a rêvé et puis il l'a fait. Enfin, il l'a fait faire par d'autres, quoi. Je veux dire, non, c'est clair qu'il ne pouvait pas parler de Guyane sans que quelqu'un, à un moment donné, lui ait dit on va le muter, on va trouver un poste. Oui, c'est même cousu de fil blanc. Les écoutes sur Action Directe ont duré des mois. Et l'une d'elles, entre un avocat et Jean-Marc Rouillant, est interceptée en décembre 1981. Elle annonce le pire. Jean-Marc Rouillant parle ouvertement d'un assassinat qu'il prépare. Faites attention à vos déclarations, ne dites pas que vous allez tuer tout le monde. Nous avons dit que nous allons assassiner certaines personnes, pas tout le monde. Je te signale en plus que certains mecs du pouvoir ont été informés avant. Qui? Des gens importants. En février 1982, 2 mois après cette écoute, Action Directe met sa menace à exécution. Gabriel Chahine, l'indicateur de la police, est abattu chez lui. Ce n'est que 10 ans plus tard que le groupe revendiquera ce crime. Pour Jean-Pierre Pochon, cet assassinat est un tournant dans l'histoire d'Action Directe. L'assassinat de Gabriel Chahine, qui va intervenir en février 82, ne se fait que lorsque les gens d'Action Directe ont la certitude que c'est une balance, c'est un mouton, une salope, un indicateur, tout ce que vous voudrez. Et cet assassinat de Gabriel va être l'acte fondateur qui va faire tomber le tabou du sang. Jean-Pierre Pochon, mis hors jeu, l'indique de la police éliminé, un pouvoir politique complaisant, Action Directe peut agir à sa guise. En 1982, l'actualité internationale offre une nouvelle cause à Action Directe. C'est la guerre au Liban entre l'armée israélienne et les réfugiés palestiniens. Les combats dans Beyrouth font les gros titres. Les milliers de morts choquent l'opinion internationale. Dans la foulée, le conflit israélo-palestinien s'invite à Paris. Action Directe commet une série d'attentats contre des intérêts israéliens et américains et revendique son soutien à ses frères palestiniens. Le palestinien, c'est le damné de la terre, dans la vision de l'extrême gauche à l'époque. Claude Moniquet est un ancien militant d'extrême gauche. Il s'est reconverti en expert du terrorisme moyen-oriental. Il connaît bien ces mouvements. Le Palestinien, c'est l'homme qui n'a pas d'État, qui vit sous une tente, qui a été spolié et qui, en plus, se fait taper dessus à longueur de journée par ses propres frères arabes. Donc c'est vraiment... le Palestinien est l'archétype du révolutionnaire romantique et de la victime qu'il faut aider si on est un révolutionnaire conscient en Europe. Le 9 août 1982, un attentat va radicalement changer la donne politique. Celui de la rue des Rosiers. Le mitraillage d'un restaurant juif provoque la mort de 6 personnes et plusieurs blessés graves. Un acte purement antisémite qui n'a rien à voir avec Action Directe. Pourtant, le lendemain matin, Jean-Marc Rouillant va faire une erreur politique. Dans une interview accordée à Libération, il revendique 3 attentats commis par son groupe sur des cibles qu'il qualifie de sionistes. C'en est trop pour l'Élysée. Le pouvoir annonce la dissolution d'Action Directe. La dissolution, elle est la conséquence, non pas d'actions particulièrement, mais surtout des déclarations, etc. Donc, à partir de ce moment-là, vis-à-vis du pouvoir, en général, sans parler des policiers, Action Directe devient irrécupérable, si j'ose dire. Dans ce contexte, des dissensions apparaissent au sein d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant se veut le fer de lance du combat pro-palestinien en France. Or, le reste du groupe veut, lui, rester sur une ligne anticapitaliste. Dans une interview à une radio indépendante, un membre historique d'Action Directe, en opposition politique avec Jean-Marc Rouillant, annonce la dissolution du groupe. Toute action, quelle qu'elle soit, qui n'a pas un rapport direct avec la réalité sociale en France, est inutile, inefficace
est dérisoire. Nous, on représente la réunion clandestine qui a décidé l'autodissolution d'Action Directe, quoi. Le lendemain, Jean-Marc Rouillant réaffirme son pouvoir en déclarant dans Libération que la lutte armée continue, qu'Action Directe n'est pas dissous. Mais en réalité, son groupe est au plus mal. Plus de 50 activistes ont quitté Action Directe. Au même moment, Joëlle Aubron est arrêtée dans un parking. Avec elle, un véritable arsenal est saisi. Ne reste alors qu'une poignée d'irréductibles autour des leaders du groupe, retranchés dans une semi-clandestinité. C'est à cette époque que Jacques Basselon, journaliste au Quotidien de Paris, les rencontre. Il a compris que Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon sont dans une impasse. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés un soir à dîner, côté de Saint-Paul, Rouillant, Ménigon, leur avocat et moi. Et puis, on a discuté très librement. Et ils ont reconnu à ce moment-là que c'était la période charnière pour eux pour retourner dans la clandestinité. Un gendarme réagit à cette interview. Paul Baril est chargé de la protection de l'Élysée. Il pressent qu'Action Directe est dans une fuite en avant des plus dangereuses. Secrètement, par le biais du journaliste, il fait une proposition à Jean-Marc Rouillant. Ce sera l'ultime tentative du pouvoir pour le ramener dans le giron de la démocratie. Et Baril me dit, puisqu'ils sont en clandestinité et tout, qu'ils pensent qu'ils risquent de se faire descendre s'ils croisent la police et s'ils se rendent ou quoi que ce soit, moi je me propose de servir pour une reddition et de façon à ce qu'ils puissent se présenter devant un tribunal et tout, et qu'on fasse toute une opération de reddition. Le commandant Christian Proutot était le supérieur de Paul Baril. C'est lui qui demande à la présidence de la République si de telles négociations avec l'avocat de Jean-Marc Rouillant peuvent avoir lieu. Je pense que Rouillant avait vraiment la trouille et l'avait fait savoir qu'il voulait bien se rendre à condition d'être sûr d'arriver jusqu'au juge d'instruction. Baril s'était un peu porté le garant de cette démarche et m'avait dit, est-ce que cette démarche, la présidence, on est d'accord? Alors, moi j'ai posé la question, on m'a dit que si Rouillant demandait, oui, mais que nous, on n'était pas demandeurs. Malgré la fermeté affichée par l'Élysée face au terrorisme, les négociations vont donc bon train. En effet, Paul Baril rencontre au même moment et à plusieurs reprises l'avocat de Rouillant, maître Thierry Fagard. À la demande de Thierry Fagard, Baril remettra un papier en tête de l'Élysée qui sera tamponné de 25 tampons de la République et de la gendarmerie pour organiser cette retrouvaille. Et au dernier moment, Fagard annonce que Rouillant n'est pas d'accord, qu'il ne veut pas et tout. L'affaire va capoter au dernier moment. Car l'information est révélée dans la presse. Jean-Marc Rouillant stoppe alors tout contact avec les gendarmes de l'Élysée. Nous sommes en 1983. Le pouvoir n'aura plus aucune prise sur le groupe terroriste. Quelques mois plus tard, Action Directe franchit le point de non-retour. Un de leurs commandos croise par hasard des policiers en plein Paris, avenue Truden. Une fusillade éclate, 2 policiers sont tués, un autre grièvement blessé. Toutes les polices de France sont lancées à leur recherche, les sympathisants arrêtés et incarcérés. Le pouvoir politique et Action Directe sont désormais dos à dos. Jean-Marc Rouillant et ses amis disparaissent dans la nature. C'est du côté de Bruxelles qu'Action Directe va réapparaître. Les activistes se cachent aux côtés de terroristes belges. Ils profitent en fait des réseaux mis en place par les Allemands de la RAF, en français la fraction Armée Rouge. Des réseaux plus politisés et surtout beaucoup plus armés. Il y a eu plusieurs essais de rapprochement dans les années 80 entre les différentes factions de la lutte armée en Europe, qui se fait à la fois autour de nécessités logistiques, et puis il y a des projets communs sur lesquels on va retrouver, par exemple, des attentats contre les pipelines de l'OTAN, dans lesquels on va retrouver plusieurs organisations dans plusieurs pays. Une vague d'attentats frappe alors l'Europe, avec une cible commune, les installations militaires de l'OTAN.
Tous les groupes dits marxistes-léninistes y prennent part. C'est ce qu'on appelle l'euroterrorisme. Action directe est de cela. Les Français entrent dans la cour des grands. Et là, on va avoir quelque chose de nouveau qui apparaît. Action directe est beaucoup plus efficace, plus structurée, a beaucoup plus d'armes, a plus de moyens, a des connexions internationales. On est en face d'un groupe qui, manifestement, à ce moment-là, s'est inséré dans la scène internationale de la lutte armée, avec les Brigades Rouges, avec la Fraction Armée Rouge, avec les CCC en Belgique. Le 15 janvier 1985, après des mois de silence, c'est par un communiqué inattendu qu'Action Directe signe son retour sur la scène médiatique. Le groupe armé annonce sa fusion avec son alter ego allemand, la Fraction Armée Rouge, plus connue sous le nom de Banda Bader. Cette union, ils la scellent dans le sang 10 jours plus tard. Ce soir-là, ils assassinent de 8 balles devant chez lui un général de l'armée française, René Audran. Ah là, il y a un choc. Il y a un choc. François Mitterrand considère que c'est quand même grave. Enfin, c'est grave en soi, pas besoin d'être président de la République pour considérer que c'est grave. Mais surtout, on se demande si c'est pas le début, si vous voulez, d'une série. Le sigle allemand, voilà ce qui fait peur aux dirigeants français. En effet, les terroristes de la RAF ont déjà une trentaine de meurtres politiques à leur actif. Les objectifs qu'ils poursuivaient, il s'agissait de combattre ce qu'ils appelaient le complexe militaro-industriel occidental, atlantique. Donc en gros, c'était le nucléaire de l'OTAN, c'était les troupes américaines. Le contrôleur général Audran faisait partie finalement de cette liste de gens qu'ils étaient susceptibles de tuer. À l'époque, René Audran n'est pas un militaire comme les autres. Il a une tâche bien précise. C'est lui qui négocie et qui signe toutes les ventes d'armes de l'État français à d'autres pays. Ses missions étaient toujours hautement confidentielles, surtout dans le contexte politique de l'époque. Audran n'est pas une figure publique, c'est quelqu'un qui est relativement difficile à trouver et à identifier. C'est quelqu'un dont le rôle n'est pas d'une clarté absolue pour le grand public à nouveau, et quelqu'un qui en plus joue un rôle extrêmement important dans le soutien de la France à l'Irak contre la guerre contre l'Iran. En 1985, la guerre Iran-Irak dure depuis 5 ans. De ce conflit qui fait des centaines de milliers de morts, la France a décidé de soutenir militairement l'Irak contre la République islamique de l'ayatollah Khomeini. François Hesbourg était directeur de cabinet du ministre français de la Défense. Il travaillait sur le dossier irakien et se souvient du rôle du général Audran. L'Irak, au moment où cette décision est prise par Mitterrand, commençait à ne plus aller très bien dans cette guerre, elle risquait de la perdre, et les Français, les responsables français, étaient convaincus que si on ne mettait pas le paquet, l'Irak allait s'effondrer. Et la spécialité d'Audran, c'était d'entretenir au niveau élevé, justement, la relation d'armement avec les Irakiens. Donc, la question qui s'est posée et qui se pose, je pense, toujours, c'est de savoir si Action Directe a frappé Audran de sa propre initiative ou si quelqu'un, quelque part, leur a soufflé à l'oreille qu'il pouvait être intéressant d'abattre Audran. Et intéressant pour qui? À l'époque, les seuls qui peuvent être intéressés par la mort d'Audran, ce sont clairement les mollahs iraniens à Téhéran. L'intérêt pour les Iraniens aurait donc été d'éliminer celui qui fournissait des armes à l'Irak. En fait, cela va un peu plus loin. Car au fil des ans, René Audran avait noué des liens plus que professionnels avec les Irakiens. Il était devenu leur ami. Je sais qu'il était très, très ami avec un général qui devait avoir à peu près le même poste que lui, à peu près égal. Il s'y plaisait, c'était bien, il était très bien reçu. Hein. Je sais qu'au bureau, on l'appelait Monsieur Irak. Cette amitié a joué un rôle déterminant dans un événement tenu secret à l'époque. La France a envisagé un temps de vendre des armes aux deux camps, aux Irakiens donc, mais aussi aux Iraniens. Pour preuve, ce procès-verbal d'audition d'un vendeur d'armes mandaté par la France en 1984. Il explique sur plusieurs pages cette stratégie tenue secrète.
Dès juillet 84, je suis parti avec le général R, adjoint du général Audran en Iran, pour négocier au nom du président de la République. Il s'agissait de fournir des avions de chasse, des systèmes de radar et des missiles solaires. Comme pour toute vente, la mission revient au service dirigé par le général René Audran. Sauf que ce dernier s'oppose à l'idée d'armer les Iraniens. Il se confie à sa sœur. L'Iran demandait des armes. Il a dit, moralement, on vend des armes à l'Irak, on ne peut pas, la même société ne peut pas en vendre à l'Iran, ce n'est pas honnête. Alors il avait refusé la vente d'armes. En quelques semaines, la France coupe toutes les discussions et les promesses faites aux Iraniens ne sont pas tenues. Ce que confirme le témoignage du vendeur d'armes. Il était convenu qu'une mission gouvernementale se rendrait en Iran. Cette mission n'a jamais eu lieu et je n'ai jamais obtenu aucune explication de ce revirement de l'attitude gouvernementale française. La vente annulée, les Iraniens sont furieux. Ils cherchent à savoir pourquoi et surtout à cause de qui les Français ont changé d'avis. Le vendeur d'armes témoigne de leur colère. Après l'interruption de cette négociation, les négociateurs iraniens m'ont à différentes reprises demandé si j'en connaissais l'origine. Je veux témoigner de leur très violente déconvenue. La supposition que l'on peut faire, c'est qu'il aurait été indiqué que le général Audran s'opposait à la conclusion de ces accords, et par conséquent, à la livraison d'armes à leur profit. Il s'attendait à un attentat. Il vous l'a dit ? 8 jours avant l'assassinat, il a été coincé dans le tunnel de Saint-Cloud. Ouais. On essayait de le coincer contre le mur. Probablement, il a compris que on voulait lui faire du mal. Les semaines précédant sa mort, René Audran se sentait menacé. Il en avait parlé à son entourage. Voici ce qu'il disait à l'un de ses collaborateurs au ministère de la Défense. Monsieur Audran était fataliste. Il était sur la liste noire des Iraniens. Et pensait que s'il lui arrivait quelque chose, le coup viendrait de là. Pourtant, lors de l'enquête sur sa mort, la piste iranienne ne sera jamais privilégiée par les magistrats. C'est une autre enquête, celle des services secrets français, qui fait le rapprochement avec les Iraniens. Yves Bonnet était le chef de la DST. Est-ce que cette piste iranienne, ça vous paraît saugrenu ? Ah non, pas du tout. Dans la mesure où Audran avait effectivement collaboré à la mise en place de tout ce dispositif qui était très, très fort, très présent, d'aide, d'assistance à l'Irak, qui faisait que d'ailleurs on était pratiquement en guerre avec l'Iran. Bon. Les Iraniens qui avaient et qui ont encore un très bon service de renseignement, évidemment, ne pouvait que privilégier l'assassinat de l'ingénieur général Audran. Oui, ça c'est clair. Le plus incroyable, c'est qu'au cœur même du pouvoir, à l'Élysée, cette piste iranienne avait immédiatement été prise en compte. Car les hommes de l'ombre de la présidence de la République enquêtaient eux aussi. Jean-Louis Esquivier était de cela. Il était chargé de la zone Moyen-Orient. Ses informateurs lui avaient confirmé le rôle des Iraniens. On a eu pratiquement, dans les 72 heures, on a eu le retour par ce type d'informateurs nous disant que l'Iran ne pouvait être qu'impliqué dans ces attentats. Pour Jean-Louis Esquivier, si cette information a été tenue secrète, c'est uniquement pour des raisons politiques. C'est tellement explosif, c'est de l'information, de la matière informative qui n'était destinée qu'au président et à l'entourage que le président voulait bien informer et affranchir. Donc ça relève après de la grande diplomatie, ce qui n'était plus notre rôle. On rentre dans le domaine du politique. Oui, on rentre dans le domaine du politique. Quelques jours plus tard, le gouvernement rend un dernier hommage en grande pompe au général Audran. Quant à la piste iranienne, elle se perd dans les méandres de la politique française. Reste une question à l'heure des obsèques. Le groupe Action Directe aurait-il été téléguidé pour accomplir des basses œuvres de Téhéran? Les terroristes vont apporter un élément de réponse quelques mois plus tard.
Le 26 novembre 1986, Action Directe assassine Georges Besse, PDG de l'entreprise Renault. Un commando attendait ce soir-là le patron devant son domicile. À peine descendu de voiture, il est abattu sur le pas de sa porte de plusieurs balles, dont une en pleine tête. Alain Marceau est l'un des premiers arrivés sur les lieux. Et là sont arrivées toutes les autorités gouvernementales, du Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, en passant par les autres ministres, etc. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Le gouvernement était, me semblait, enfin les responsables gouvernementaux m'avaient l'air extrêmement déstabilisés, très déstabilisés. Je me souviens d'un de mes collègues qui m'a dit ils sont à ramasser à la petite cuillère. Et c'est vrai que on était parti de la période quelques semaines plus tôt, on allait terroriser les terroristes. En fait, on se rendit compte que les terroristes étaient en train de nous terroriser. C'était particulier. Dans la foulée, Action Directe revendique l'assassinat. Pour eux, il s'agit de frapper l'élite du capitalisme. Ça correspondait au contexte. On parle de dégraissage pour les licenciements de masse qui sont en train de se mettre en place. Et Georges Besse représentait, je veux dire, cette attaque frontale contre, je veux dire, les gens qui sont les exploités, quoi. C'était. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? On ne peut jamais légitimer la mort délibérée d'un être humain. Et non, politiquement, je ne regrette pas. Pour les services secrets français, la revendication contre le patronat ne convainc pas. Comme pour la mort du général Audran, c'est la piste iranienne qui prévaut. Pour nous, Besse et Audran, c'est la même signature, même si c'est un exploit local, terroriste local, la cause subliminale, pour nous, a toujours été une cause iranienne. Car si pour le grand public, Georges Besse est le patron de Renault, en fait, il était surtout un des hommes forts du nucléaire français. C'est lui qui avait mis en place à la fin des années 1970 le dossier dit Eurodif, du nom d'un site d'enrichissement d'uranium installé dans le sud de la France. Ce site avait un actionnaire bien particulier, un pays ami, l'Iran, du Shah Reza Pahlavi. Un actionnaire qui avait investi $1 milliard, un prêt qui va devenir une clé du conflit franco-iranien. Et c'est justement le fondateur d'Eurodif, Georges Besse, qui était au cœur de toutes les négociations avec l'Iran. Pour Georges Besse, c'était encore plus évident parce qu'il était l'homme du nucléaire, il était l'homme d'Eurodif, et à ce moment-là, on sait que le problème, le contentieux nucléaire, pèse extrêmement lourd dans les relations entre la France et l'Iran. Jean-Claude Leny travaillait avec Georges Besse. Ce dirigeant du nucléaire français a vécu toutes les discussions avec l'Iran. Il avait été prévu qu'une partie de la production de l'usine d'enrichissement française serait dédiée à l'Iran, et une deuxième usine avait même été envisagée, avec un prêt d'$1 milliard, autant que je me souvienne, qui a défrayé la chronique ensuite. Si cette affaire défraie la chronique, c'est parce qu'en 1979, le régime iranien du Shah tombe. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et instaure une république islamique. Téhéran interrompt dès lors tout son programme nucléaire et exige le remboursement immédiat du prêt d'$1 milliard fait à la France quelques années plus tôt. L'État français refuse catégoriquement. Le gouvernement de Giscard, confirmé ensuite sous Mitterrand, décide que les avoirs iraniens, les avances d'argent iraniennes, n'allait pas être rendu à la République islamique. Entre la France et l'Iran, le torchon brûle. Les mollahs utilisent tous les moyens d'intimidation. C'est l'époque des prises d'otages de Français au Liban, des attentats sanglants en plein Paris, comme celui de la rue de Rennes en 1986. L'Iran n'exige en fait qu'une chose, que la France change de politique à son égard. L'Iran avait en réalité 3 sujets de conflit avec la France, qui étaient le contentieux nucléaire, qui était l'assistance apportée par la France à l'ennemi irakien,
qui était l'assistance ou l'accueil de la France à l'opposition, à la résistance iranienne. Et évidemment, quand vous regardez la personnalité et d'Audran et de Besse, ils tombent en plein dedans. Et pourtant, c'est des cibles d'action directe. Oui, mais ce sont des cibles d'action directe parce que je suis complètement convaincu que Action Directe a été commanditée par le VEVAC à l'époque, c'est-à-dire les services iraniens, pour accomplir ces assassinats. C'est tellement plus commode. En 1986, la mort de Georges Besse choque toute la France. Ce sera le dernier assassinat commis par Action Directe. Le groupe terroriste a-t-il été manipulé par des proches du pouvoir iranien? Si oui, comment une telle connexion a-t-elle pu exister? Pour le savoir, il faut remonter aux premières heures du groupe terroriste, dans les années 1970. Rappelez-vous, certains militants veulent continuer la lutte armée. Parmi eux, Christian Arbulot. Il a accepté de nous raconter comment, à cette époque, les jeunes d'extrême gauche, dont certains sont devenus des proches d'Action Directe, trouvaient les moyens de s'entraîner au maniement des armes. C'était grâce à leurs contacts avec des groupes moyen-orientaux. Depuis un certain temps, il y avait pas mal de jeunes qui allaient régulièrement dans les camps palestiniens. Et c'est ce qui m'a amené à aller, effectivement, moi-même là-bas, à Tal el-Zatar, juste avant la guerre civile libanaise. Tal el-Zatar, un des nombreux camps de réfugiés palestiniens basés au Liban. Au contact des combattants locaux, l'extrême gauche européenne se forme militairement et politiquement. Au programme de ces camps, la haine d'Israël, bien sûr, l'ennemi juré, et le maniement des armes et des explosifs. Dans ce rapprochement avec les Palestiniens, l'extrême gauche armée va trouver des moyens. Ils vont trouver des lieux pour s'entraîner, des camps au Yémen, au Liban, en Jordanie parfois. Ils vont trouver de l'argent, parfois beaucoup d'argent. On parle là de millions de dollars à l'époque, qui vont circuler, qui vont permettre d'acheter des armes, de louer des planques, d'acheter des voitures, de préparer de commettre des attentats. Et ils trouvent des endroits où ils peuvent, entre deux attentats, aller, entre guillemets, se reposer. Une telle logistique a-t-elle pu bénéficier à des membres d'Action Directe? Nous avons posé la question à Gilles Ménage, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand. Comment des Palestiniens peuvent connaître Action Directe? Mais parce qu'à l'époque, il y avait toute une frange de l'extrême gauche qui avait des sympathies palestiniennes prononcées. Et les Français étaient à Beyrouth aussi? Oui, il y en avait quelques-uns qui allaient s'entraîner à Beyrouth, il y avait des Irlandais, il y avait un petit peu tout le monde, tout ça c'était un petit peu... Alors, la part de folklore, pas de folklore, etc. Oui, il y avait un mouvement fort. C'est probablement dans ces camps que se sont nouées les relations entre Français, Palestiniens et Iraniens. Car les Européens n'étaient pas les seuls à s'y entraîner. Yasser Arafat, leader de l'OLP, a aussi formé les troupes de l'Ayatollah Khomeini. Palestiniens et Iraniens sont à l'époque main dans la main. Pour preuve, ces images filmées en 1979, au lendemain de la Révolution. Le premier hôte de marque du Nouvel Iran, on ne l'attendait pas. Yasser Arafat. Il a entraîné dans ses camps palestiniens près de 3000 Iraniens. L'Iran de Khomeini se veut islamique et pro-palestinien. Le problème pour les militants d'extrême gauche, c'est qu'avec les réseaux terroristes, il faut toujours rendre l'appareil. Quand les Palestiniens ont besoin d'aide pour commettre un attentat en Europe, c'est vers leurs amis formés avec eux qu'ils se tournent. Pour preuve, l'histoire que nous raconte Christian Arbulot, cela se passe en 1978. On a vu arriver un jour à Paris un groupe de Palestiniens qui nous a été amené toujours un peu par le même circuit. Et l'objectif de ce groupe, c'était d'abattre le frère d'Hafez el-Assad, qui vivait en banlieue parisienne. Mais il n'avait pas d'armes. Donc il voulait le soutien d'une structure française pour leur fournir, je dirais, les armes, et éventuellement d'ailleurs être en groupe de protection sur l'action. Là, j'ai compris qu'il y avait un gros problème, c'est-à-dire qu'il y avait une manip en cours, donc là, ça a été non. Et pour moi, c'est un point important, en tout cas dans mon histoire personnelle, parce que j'ai bien compris que non seulement on allait d'une part, et en plus,
le mouvement est tellement faible politiquement qu'il devient mûr pour être manipulé par des services de renseignement étrangers extérieurs. Christian Arbulot pressent une manipulation et décide de quitter la lutte armée en 1979. Il ne se lancera pas dans l'aventure Action Directe. Les contacts entre les terroristes français et les groupes pro-palestiniens ne s'arrêtent pas pour autant. Le lien, il se fait avec Georges Ibrahim Abdallah, le chef des fractions armées révolutionnaires libanaises. En 1982, ce Libanais, lui aussi passé par les camps palestiniens, va commettre en France 3 assassinats. Il exécute un diplomate israélien et 2 officiels américains. Cette même année, Joël Aubron est arrêté avec un arsenal d'armes d'Action Directe. Ce sont ces armes qui prouvent les liens entre les 2 groupes terroristes. Les armes qui sont découvertes vont, comme on dit en termes techniques, parler. Et ces armes ont servi à la fraction armée rouge libanaise qui a revendiqué des attentats, notamment contre les conseillers israéliens Barsanikov, ainsi de suite. Le fait qu'on trouve des armes, des phares chez Action Directe, qu'est-ce que ça vous inspire à ce moment-là? Non, ça nous inspire. Moi, ça me fait aboutir à la conclusion qu'il y avait des relations directes, quasi fonctionnelles entre ces groupements. Mais ça se comprend. Je veux dire pourquoi? Parce que Action Directe, c'est quoi? C'est pas une organisation tentaculaire. Ils sont quelques-uns. Bon. Si je dis qu'il y a 20 personnes, c'est un grand maximum. Les FARL, c'est pareil. Or, les FARL sont des Libanais. Et ces Libanais, pour agir en France, ont besoin de points d'appui. Ils ne peuvent pas se constituer un réseau comme ça aussi facilement. Donc, ils ont besoin d'un relais. Et ils le trouvent avec Action Directe. Entre tous ces groupes terroristes, qui manipule qui? Difficile de répondre à une telle question. Il faut reconnaître d'une manière générale que pour se retrouver dans cet enchevêtrement d'organisations, de personnages, de gens qui d'ailleurs eux-mêmes changeaient de posture, d'attitude, d'alliance constamment, c'est une espèce de plat qui mijote là sur le coin du feu, qui de temps en temps qui bouillonne un peu fort, et dans lequel il est très difficile de se retrouver. Mais tous ces gens-là se retrouvaient. Alors ils se retrouvaient dans les circuits d'armes, ils se retrouvaient pour se donner des coups de main, pour faire du travail à façon, si j'ose dire, et ils se connaissaient tous. Et il y avait très vraisemblablement derrière tout ça des organisations diligentées par l'Union soviétique. Bon, ça... Sur tous ces points, aucun des membres d'Action Directe n'a souhaité nous répondre. Ils n'ont d'ailleurs jamais donné suite à aucune question sur leurs relations avec des groupes armés étrangers, notamment palestiniens. Plus de 20 ans après les faits, un pan entier de l'histoire d'Action Directe reste à écrire.